Monsieur le recteur, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici à la Grande Mosquée de Paris pour parler de votre livre « Défaire les ombres, Islam, République et l'exigence de vérité », édité chez Al-Bourak et qui paraît le 16 juin prochain. Vous avez intitulé ce livre « Défaire les ombres ». Vous parlez de quelle ombre? De quelle ombre il s'agit? Où planent-elles ces ombres? En général, ces ombres planent sur les mosquées, sur les musulmans, sur l'islam. Nous avons à plusieurs reprises tenté de défaire les ombres, mais c'est très difficile. C'est une opération, non pas de météo, mais c'est une vraie opération de salubrité publique, parce que quand on est de l'autre côté d'une mosquée, devant la porte, on s'imagine beaucoup de choses. Et souvent, peut-être des choses négatives. Parce que on parle une certaine langue, on a des habitudes qui ne sont pas, je dirais, usitées dans la République. Et donc, j'ai tenu à essayer de défaire ces ombres. Je ne sais pas si j'aurais réussi à le faire. Le lecteur lui-même décidera, c'est lui qui est le juge. Mais en même temps, je considère que d'abord il faut s'adresser à la République tout entière, pour lui rappeler que les musulmans sont des citoyens qui doivent, en principe, bénéficier de la présomption d'innocence, parce que dès qu'il s'agit de musulmans, c'est souvent une présomption de culpabilité. Et puis, je dois reconnaître que j'ai subi des attaques anormales, des attaques injustes, des attaques, je dois reconnaître, qui m'ont fait mal, parce que j'ai une double casquette dans cette affaire. D'abord, je suis recteur de la Grande Mosquée de Paris, je suis musulman, donc c'est une première casquette. Et puis la deuxième casquette, c'est je dirais mon identité, mon ADN. Je suis d'origine algérienne, je suis né à Alger, et donc je fais partie de ces binationaux franco-algériens qui ont été pointés du doigt depuis un certain nombre de mois où tout l'anathème de la République française est tombé sur ces franco-algériens. D'un coup, on était la communauté qui s'intégrait le moins bien en France. Qu'un journal sérieux fasse des déclarations de ce type, vous vous posez de sérieuses questions. C'est-à-dire qu'on a complètement modifié, je dirais, les codes habituels. Les Algériens, l'Algérie, la France ont une relation qui date au moins depuis 1830. Une colonisation, puis une guerre d'indépendance, et aujourd'hui, il y a une très grande proximité. On avait commencé, grâce aux deux présidents de la République française et la République algérienne, on a pensé que nous allions enfin trouver une forme d'apaisement entre deux peuples, le peuple français et le peuple algérien, qui se connaissent très bien. Et en fait, il y a eu une tempête médiatique extraordinaire, et le recteur de la Grande Mosquée de Paris a été la cible d'attaques souvent déloyales, souvent des attaques sans aucune espèce de début, pas de preuve, hein, je suis pas devant un tribunal. Mais voilà, on a accusé. Et à un moment donné, je me suis dit, puisque moi, je publie chaque semaine depuis maintenant plus d'un an, pratiquement un an et demi, un billet hebdomadaire où j'évoque l'actualité, j'évoque les grandes questions que se posent aujourd'hui les musulmans. Quelle est la place de l'islam et des musulmans dans une société sécularisée? Est-ce que nous avons vraiment notre place? Et donc, à travers ce livre, je voudrais montrer d'abord l'attachement des musulmans à la République française, du fait que les principes de notre religion, ce qui nous anime quotidiennement dans notre rite, n'est pas du tout incompatible avec les lois de la République.
Donc vous l'avez dit, il y a à la fois cette islamophobie, ces attaques personnelles, ces soupçons sur la mosquée, les tensions entre la France et l'Algérie. Il y a une sorte de ras-le-bol qui vous a poussé à vous dire non, là c'est trop, il faut que je prenne la parole. Et cette parole-là, vous la prenez en vous adressant à qui? Est-ce que c'est aux musulmans ou est-ce que c'est justement à ceux qui soupçonnent les musulmans? Non, moi d'abord, je n'ai pas le droit d'avoir d'état d'âme. Je suis un responsable, on m'a pas obligé d'être recteur de la Grande Mosquée de Paris, j'ai accepté. C'est un job très difficile d'être recteur de la Mosquée de Paris, mais j'ai accepté ce rôle. Mais en même temps, si vous voulez, j'observe, j'entends, je regarde les fidèles qui viennent à la Mosquée de Paris. C'est eux qui sont à la fois tristes, c'est eux qui à la fois sont en colère, parce que quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, ce n'est jamais bien, ce n'est jamais assez. Il y a toujours ce soupçon qui pèse sur eux. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que quelqu'un prenne la parole. Il faut que quelqu'un puisse s'exprimer au nom de ces fidèles, qui sont tous silencieux, qui viennent à la mosquée parce que c'est le vendredi, c'est le moment, je dirais, d'un regroupement spirituel, religieux. Et je vois, j'entends, comme je le disais, j'écoute ces personnes qui, aujourd'hui, sont l'objet d'attaques, mais innommables. Que même, je dirais, dans les rêves les plus fous du raciste de base, on ne peut pas imaginer de telles accusations. C'est-à-dire que le ramadan dernier, à cause des musulmans, il y avait une pénurie d'huile. Comme l'année dernière, le ramadan de l'année dernière, il y a eu une pénurie d'œufs. À chaque fois qu'il se passe quelque chose en France, c'est devenu pratiquement l'accusé est connu. Mais du coup, justement, vous voulez vous adresser à ceux qui portent ces soupçons ou vous adresser aux musulmans? Je veux m'adresser, comme je vous l'ai dit, je veux d'abord m'adresser à la République. Parce que m'adresser à mes coreligionnaires, ils n'en ont pas besoin. Parler à ceux qui nous détestent et ceux qui nous insultent quotidiennement, est-ce que ça sert à quelque chose? Moi, j'ai envie de m'adresser à cette République que nous avons tous choisie de manière peut-être volontaire, d'autres involontaires, mais moi je l'ai fait volontairement. Je suis venu en France volontairement parce que j'ai voulu rejoindre la patrie des droits de l'homme. Cette patrie qui nous a fait rêver, qui nous a fait lire toute la littérature française, la grandeur de cette France que nous avons connue et qui, je l'espère, restera. Aujourd'hui, la République française doit relever un certain nombre de défis. Et notamment pour véritablement mettre en œuvre le triptyque républicain qui est d'abord et avant tout l'égalité. Moi, je ne réclame que l'égalité. Je ne demande pas, je dirais, des passe-droits ou quoi que ce soit pour nous musulmans. Simplement l'égalité. La fraternité, ça se construit, mais l'égalité, c'est la République qui la donne. Nous sommes tous des citoyens égaux devant la loi. Posez la question aux musulmans et dites-leur, est-ce que aujourd'hui vous considérez être égal à l'autre dans cette belle terre de France? Beaucoup, certainement, répondront par la négative. Donc moi, j'ai envie aujourd'hui d'abord de dire ce ras-le-bol, d'expliquer à ceux qui vont me lire, mais même ceux qui vont pas me lire. Je veux aujourd'hui faire un appel solennel, comme je l'ai fait à travers tous mes billets. J'ai envie de demander, notamment au président de la République, qui est le gardien, c'est lui le gardien de la cohésion sociale. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une vraie cohésion sociale ou est-ce qu'il y a une fracture? Je pense que plutôt il y a une fracture. Et ben aujourd'hui, je l'ai demandé à plusieurs reprises au président de la République. Parlez à vos compatriotes musulmans. C'est quelque chose qui est tellement facile à faire. Parce que nous en avons besoin pour nous, mais également pour les autres. Parce que les autres, quand ils vont entendre que le président de la République nous considère comme faisant partie de la même nation, je pense qu'on aura un regard différent. Et j'ai envie aujourd'hui d'arrêter de me considérer comme à chaque fois coupable. Moi, j'ai envie de dire à ceux qui aujourd'hui nous stigmatisent, c'est eux qui sont en dehors de la République, c'est pas nous.
Oui, vous dites dans le livre d'ailleurs que les séparatistes sont pas forcément ceux qu'on Absolument. pense, mais vous revendiquez quand même toujours cette république et vous la mettez en avant dans le livre. Mais vous l'avez dit vous-même, le triptyque liberté, égalité, fraternité, aujourd'hui, c'est quand même dur de le croire. C'est presque un idéal qui nous paraît lointain. Eh ben, il ne faut pas. Aujourd'hui, moi, je pense que chacun doit assumer ses responsabilités. La communauté musulmane de France, elle a toujours, et je dis bien, elle a toujours été au rendez-vous des défis de la nation française. Jusqu'au point où pendant la Grande Guerre, combien de milliers de musulmans sont morts? Je parlerai, moi, des Algériens qui sont venus combattre sous le drapeau français alors qu'ils avaient le statut d'indigène, c'est-à-dire même pas d'hommes ou de demi-hommes. Et malgré cela, ils sont venus, ils se sont battus. La plupart d'entre eux sont morts ici. La Deuxième Guerre mondiale, c'est la même chose. Et à chaque fois, je vais vous raconter un événement récent. Le Covid. La période du Covid a montré que les musulmans de France se sont tous mobilisés comme un seul homme pour faire face à la pandémie. Combien de jeunes, soit des scouts, soit des associations, qui ont été pour aider des personnes âgées, des personnes ne pouvant pas sortir de chez eux pour aller acheter leurs médicaments, pour les aider à se soigner. Combien d'associations? Je vous rappelle simplement que les premiers masques qui étaient inexistants au début, moi je me rappelle, c'était presque devenu un produit de marché noir. Eh ben, les premiers masques ont été fabriqués dans des mosquées. Quand moi-même, en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, je me suis attelé à aider les jeunes étudiants parce que je me suis dit que la catégorie sociale la plus touchée à ce moment-là, c'était les étudiants. Parce que les étudiants sans bourse, qui font les petits métiers, qui sont vendeurs chez McDo ou qui distribuent de la nourriture, etc., tout était fermé. Sans bourse, comment ils pouvaient vivre? Et à un moment donné, moi, je me suis retrouvé à nourrir à peu près 1 millier d'étudiants chaque jour. Chaque jour. Et toutes les mosquées ont fait cet effort de solidarité. On a essayé véritablement de montrer notre attachement à ce pays. Toutes les mosquées ont joué le jeu. Toutes, sans exception. Il est où le séparatisme? Mais justement, et vous le rappelez dans ce livre, vous faites la démonstration, vous rappelez à quel point République et Islam, c'est compatible, la France et l'Islam, c'est compatible, c'est même la même chose, mais on prend la question à l'envers. À quel moment on a pu penser, et comment est-ce possible que la question puisse apparaître de la compatibilité entre l'Islam et la République? À quel moment on se pose la question et pourquoi on se pose la question? Il y a eu des hommes politiques qui se sont, à un moment donné, déclarés théologiens, des grands islamologues. Vous avez des hommes politiques, vous avez des chaînes d'information qui ont commencé à faire de l'exégèse, qui ont commencé à commenter des versets coraniques, à les tirer de leur contexte, dans une traduction approximative. Ils ont commencé eux-mêmes à interpréter, à dire que l'islam est antisémite, que l'islam ne reconnaît aucune égalité, que l'islam c'est une communauté qui vit en autarcie, qui vit sur elle-même et qui déteste toutes les autres communautés. Je vous invite à aller vous balader, mais je vous plains, à regarder les chaînes de télévision aujourd'hui françaises. C'est terrible, c'est dramatique. Des hommes politiques qui, d'un coup, deviennent docteurs en islamologie, ils vous racontent des histoires, mais le prophète de l'islam, c'était vraiment quelqu'un qui a commis des infractions. Il y a un grand chercheur français qui a comparé le prophète de l'islam à Fofana, celui qui a été l'auteur de l'enlèvement du jeune juif, en disant voilà comment le prophète a renversé la table au moment après le pacte de Médine avec des tribus juives. Enfin, on marche sur la tête.
Il n'y a pas que les médias et les politiques. Ça vient que d'en haut, cette problématique, parce que dans le livre, vous parlez aussi de problèmes sociaux, de séparation, par exemple, sociale entre les quartiers et le reste de la République, de problèmes économiques même. Mais ça vient toujours d'en haut. C'est-à-dire que, en fait, c'est ceux qui détiennent le pouvoir. Dans les mairies, on a joué avec cela pour des raisons électorales. Et effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas uniquement les quartiers sensibles, comme on les appelle, ou les banlieues. Aujourd'hui, tout ce qui est musulman devrait être confiné dans ces quartiers. C'est ça qui est terrible, c'est ça qui est dangereux. On est parti de la colonisation, notamment de l'Algérie. Donc on peut comprendre à un moment donné que ce rêve d'avoir une France qui va de Dunkerque à Tamanrasset a été mis à néant à partir de 1962, donc il y a des nostalgiques, on peut le comprendre. Mais aujourd'hui, en 2025, on est encore dans ce type de racisme, je dirais, parce que c'est du racisme. C'est-à-dire que Mohamed ne peut que, ou Fatima c'est la bonne femme de ménage, qui fait le bon couscous qu'on prend une fois par semaine, et Mohamed, c'est celui qui nettoie ce que Jean-Pierre ne peut pas nettoyer. C'est voilà. Et aujourd'hui, on ne peut pas accepter que Fatima, elle est aujourd'hui professeure agrégée de médecine, ou que Mohamed, il est chef de service, ou il est magistrat, il est avocat. On ne peut pas le concevoir. Et aujourd'hui, je crois que c'est en train, malheureusement, de se répandre comme un poison à l'intérieur de la société même. C'est ça où il faut aujourd'hui rappeler à chacun ses obligations. Et nous avons eu récemment de crapuleux assassinats d'un jeune Malien de 22 ans. Regardez comment les médias se sont accaparés de l'information. Il y a un homme politique qui s'est posé la question, mais si il était rentré normalement en France ou s'il n'était pas rentré, il n'aurait pas été tué. Vous imaginez là le cynisme d'un certain nombre d'hommes politiques. Et la violence. Bien sûr. Le deuxième, qui est d'origine tunisienne, regardez comment ça a été traité aussi, cette affaire. Les médias, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Que de quelqu'un qui a été tué parce qu'il est simplement arabe. Et donc, à partir du moment où on le considère comme arabe, il y a toutes les inclinaisons, musulmans, donc immigrés, donc sans papier, donc violents, donc voleurs. On marche où? C'est ça la France? Et vous abordez un aspect qu'on entend moins souvent et qui est peut-être moins politiquement acceptable ou correct, c'est l'idée que dans cette invisibilisation des musulmans en France, il y a aussi le mythe judéo-chrétien. Pourquoi vous parlez de mythe? Ben écoutez, d'abord, quand on me dit maintenant la civilisation judéo-chrétienne, c'est qu'on nous exclut à nous musulmans. Et donc je me pose la question, est-ce qu'il y a vraiment une civilisation judéo-chrétienne? Quand on sait ce qu'a fait l'Église contre les Juifs, l'Église a conceptualisé l'expression d'antisémitisme. Il a fallu attendre Vatican II, Concile Vatican II, pour que on revienne à de meilleurs sentiments à l'égard des Juifs et des musulmans, puisque c'était rappelé le monothéisme à ce moment-là, à la fois des Juifs et des musulmans. Mais avant, elle est où là, la civilisation judéo-chrétienne? Et c'est pour cela que moi j'ai voulu remettre en cause ce concept, parce que c'est un concept raciste. Aujourd'hui, parler en France de civilisation judéo-chrétienne, ça veut dire que vous excluez plusieurs millions de citoyens français qui ne sont ni juifs ni chrétiens. Et quand vous voyez un Premier ministre d'un État aujourd'hui qui est en train de massacrer le peuple de Gaza, lui-même parle de la civilisation judéo-chrétienne en disant que nous sommes, nous, de cet État, nous sommes les précurseurs de l'Occident contre la barbarie islamiste. Il vise qui? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de galvauder même le mot islamiste. Et c'est ça qui devient dangereux. C'est-à-dire on est en train de nous essentialiser à partir du moment où vous portez un prénom qui n'est pas un prénom gaulois,
il y a tout de suite, aujourd'hui, un soupçon qui pèse sur vous. Il y a un titre dans votre livre, un titre d'un des paragraphes qui est « À qui profite le crime ?» Parce que finalement, vous décrivez une situation qui est un peu alarmiste, mais vous proposez des solutions, vous proposez des pistes, mais vous posez la question « À qui profite le crime ?» Tout ce que vous venez de décrire, sans vraiment y répondre. Pourquoi, en fait, cette exclusion des musulmans? Pourquoi ce soupçon lancé sur eux? Pourquoi cette invisibilisation? À qui ça profite? Alors, à plusieurs. C'est pour ça que je ne donne pas, je dirais, l'auteur à qui profite le crime. Mais il y a plusieurs catégories sociales. Il y a des individus, mais en même temps, il y a des groupes sociaux qui sont, je dirais, alimentés par cette islamophobie de base. Il y a des partis politiques, mais aujourd'hui, on voit bien que la ligne qui existait de l'époque, des dernières élections présidentielles, n'allons pas très loin, il y avait un parti qui était contre l'islam et les musulmans. Après, il y a eu des petits groupes de partis comme Éric Zemmour et toute l'équipe, mais aujourd'hui, on voit bien que la ligne est en train d'évoluer. La ligne n'est plus la même. Ce n'est plus l'extrême droite ou la droite extrême. On voit bien que, je dirais que c'est devenu un discours intéressant, mobilisateur pour des aventuriers de la politique qui tentent aujourd'hui de mobiliser autour d'eux, autour de leur personne pour devenir maire, sénateur, député ou je ne sais quoi encore. C'est pour ça que, alors je ne suis pas alarmiste, vous avez utilisé cet adjectif, je ne suis pas alarmiste, j'essaye très honnêtement de poser un diagnostic, de dire voilà, comme recteur de la Grande Mosquée de Paris, voilà comment je ressens les choses, comment je les vois. Et en général, à ce jour, on ne m'a pas beaucoup contesté ce diagnostic. Et effectivement, j'ai essayé à chaque fois de montrer que les musulmans, dans leur immense majorité, sont des forces de proposition. Les musulmans, vous voyez, n'ont jamais je dirais, tourner la tête en se disant non, je ne le fais pas. Il y a toujours eu une énergie très positive de la part des musulmans pour dire je suis partie de cette, je dirais, de ce rêve républicain, de cette grande nation qu'est la France. Je veux m'inscrire, je veux apporter mes connaissances parce que c'est également un précepte pour nous musulmans d'être, je dirais, positif pour notre société. C'est quelque chose qui est pour nous important. C'est par mon expérience, par ma connaissance, par la culture, par mon éducation, j'apporte quelque chose de positif, non pas à ma communauté, mais à l'ensemble de la société dans laquelle je vis. Et donc, vous voyez des gens qui aujourd'hui écrivent, qui sont en train de devenir véritablement des acteurs, je dirais des acteurs de la société française, chacun à son niveau, chacun avec son projet. Bien évidemment, moi, je ne souhaite pas que nous soyons, je dirais, dans une seule direction. Chacun à son niveau. Dans l'éducation, sur le plan social, sur le plan économique, on voit aujourd'hui le dynamisme de notre communauté, mais c'est incroyable. Et donc, ce livre est basé d'abord sur un diagnostic que j'ai essayé de faire le plus honnêtement possible, sans chercher à un moment donné, à forcer le trait ou quoi que ce soit. J'ai essayé d'être le plus objectif possible. Vous mâchez pas vos mots d'ailleurs dans le livre. Il y a vraiment, on sent parfois une colère, parfois quand même une crainte. Alors vous dites pas alarmiste, mais on sent quand même que vous êtes assez inquiet de ce qui vient. Il y a une partie de la société qui est particulièrement touchée par ce que vous décrivez, c'est la jeunesse notamment musulmane, qu'on accuse particulièrement d'être parfois repliée, parfois d'être désintéressée, parfois d'être radicalisé, parfois de prôner un islam politique. Vous adressez aussi à cette jeunesse dans ce livre, vous attirez l'attention du lecteur sur le fait qu'il faut faire très attention à cette jeunesse, en prendre soin. Comment sont-ils les produits d'une société qui est fracturée? En fait, comment on en est arrivé justement à cette situation où le repli, il est finalement que la conséquence de la place qu'on leur laisse, c'est-à-dire presque aucune en fait. Vous savez, quand un jeune met une casquette à l'envers, crée son propre discours,
euh, c'est parce qu'il est mal dans sa peau. C'est parce que dès qu'il se réveille, il se rend compte que quel que soit le lieu où il se trouve dans cette société, il est rejeté. C'est terrible ce que je dis. Moi, à mon âge, quand je regarde la télévision, j'ai mal au cœur, mais bon. Moi, je suis un homme qui finit sa vie. Imaginez le gamin de 15 ans qui regarde tous les jours la télévision et qui voit que il n'est pas français. Tout simplement parce que il est de confession musulmane. J'irai même plus loin, il n'est pas français, il est même ennemi de la France. Ah, bien sûr. Et aujourd'hui, ça c'est la deuxième conséquence, on est en train de fabriquer l'ennemi de l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous portez un prénom à consonance arabo-musulmane, vous êtes automatiquement l'ennemi de la France. Vous remettez en cause les valeurs de la France. C'est grave. C'est très grave que des hommes politiques puissent dire cela. Nous avons vu le dernier match du Paris Saint-Germain qui devient champion d'Europe. On n'a pas réagi quand le PSG est propriété d'un État qui est souvent stigmatisé, le Qatar. Quand vous voyez le président du PSG, avec son arabe approximatif, il a été applaudi. C'était devenu le sauveur du football français. Lorsqu'on a vu la femme de Dembélé portant un foulard, personne ne s'est ému à ce moment-là. Mais, tout de suite après, du fait des échauffourées qu'il y a eu, que je condamne, et qui ne sont pas, bien évidemment, des choses à faire lorsque on célèbre une victoire, mais en même temps, regardez les hommes politiques, vers qui ils ont orienté la cause de ces échauffourées. Et donc, comment se fait-il qu'aujourd'hui, parce que je marque des buts et ma femme porte le foulard, ça ne pose aucun problème. Quand je parle un français approximatif avec un lourd accent arabe, on trouve que je suis un génie, parce que c'est grâce à moi que le Paris Saint-Germain a gagné. Mais de l'autre côté, tout de suite, le doigt accusateur sur une communauté se pose. Moi, j'aimerais bien comprendre cette alchimie qui s'opère devant nous, où à un moment donné, on est bien, moi-même. J'étais recteur de la Grande Mosquée de Paris avant le 7 octobre. J'étais le chouchou des salons parisiens. Je dois le dire et le répéter. Après le 7 octobre, je suis devenu le pire des antisémites et je suis devenu, attention, islamiste. Je suis le chef des frères. Heureusement qu'ils m'ont mis chef. Parce que être sous-chef d'un frère musulman ou de certains frères musulmans que je connais, ça m'aurait pas plu. Au moins, je suis le chef. Mais enfin, on marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on efface toute votre identité, on l'efface pour dire, mais attention, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, c'est un islamiste, il fréquente des islamistes. Et quand on voit le rapport qui a été publié récemment, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, il y a 15 mosquées qui fréquentent les frères musulmans. Ils sont où ces frères musulmans? Ils sont où ces 15 mosquées? Citez-les-moi. Ne me restez pas, je suis avocat, et vous savez, en matière d'infraction de ce type, il faut être extrêmement précis. Les éléments constitutifs d'une infraction qui sont quand même très graves, ce type d'infraction. On ne voit pas comme ça, oui, mais Félix, je pense que vous êtes, parce que vous avez une barre. Non. Ça, c'est des accusations graves et qui sont dénuées de tout fondement. Quand on dit que la Grande Mosquée de Paris, dans ce rapport à 2 reprises, la Grande Mosquée de Paris a été accusée, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'on cherche un résultat. Parce qu'on a tout fait pour essayer de faire en sorte que la Grande Mosquée de Paris ne soit pas le lieu le plus fréquentable aujourd'hui. On veut faire de la Mosquée de Paris un lieu infréquentable. Et ça, c'est extrêmement grave. L'institution religieuse la plus emblématique qui va fêter son centenaire, on essaie de la salir. Il y a des journalistes qui ont même dit qu'il y avait un service de renseignement étranger ici.
On le ferait pour Notre-Dame de Paris, on le ferait pour la synagogue de la Victoire. C'est ça qui fait que j'ai voulu, de ce livre, parler de défaire les ombres. Parce pourquoi ne pas accuser un archevêque ou un rabbin de ce type de vicissitude, mais le recteur de la mosquée de Paris ou n'importe quel président d'association d'une mosquée, il est traité de tous les noms et personne ne s'émeut de cela. Mais il y a un point important que vous soulevez par rapport à la jeunesse, mais à l'identité musulmane en général. Vous dites on doit se cacher. Il faut pas. Alors vous parlez de casquette à l'envers. Moi j'ai envie de parler de voile. Il faut pas montrer ton voile. Il faut pas montrer ta barbe. Il faut pas montrer que tu pries. Et ce que vous expliquez dans le livre, et qui est un gros problème dans cette République, c'est qu'on ne sait plus du tout ce que veut dire la laïcité. La laïcité qui est censée défendre nos identités devient un principe qui nous oblige à nous dissimuler. Est-ce que attention, le mot dissimuler, ça veut dire taqiyya et nous le faisons tous les jours. Vous et moi, on est en train de le faire là maintenant. On est en train de faire semblant d'être des bons citoyens, etc. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'on a placé un curseur qui fait que quel que soit votre comportement, vous êtes toujours quelqu'un de suspect. Soit, effectivement, vous êtes, et moi je l'ai dit, je l'ai écrit, c'est-à-dire que moi personnellement, je défendrai à chaque fois le musulman, allez, essayons le mot bigot, qui est là, qui considère qu'il veut remercier Dieu toute sa journée. Il va faire des prières, il va jeûner, même pas comme le prophète le faisait le lundi et le jeudi. Je le fais lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je m'arrête le jeudi soir. J'ai envie de jeûner toute la semaine. Ça gêne qui? Je viens à la mosquée de Paris faire ma prière d'épeautre-miné jusqu'au soir. Tant que je gêne personne, moi, ce fidèle, je le défendrai corps et âme, parce que il ne fait de mal à personne. Peut-être qu'il s'en fait à lui, parce que dans notre religion, on dit bien que nous devons être dans le juste milieu et que nous ne devons pas passer notre temps. Au contraire, nous devons avoir une vie sociale, etc. Mais en admettant que cet individu, femme ou homme, a envie de remercier son créateur de la sorte, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on peut imaginer, un islamiste ou je ne sais quoi. Moi, je l'ai dit, je l'ai écrit, celui qui, à partir du moment où il s'accapare, parce que en fait, il n'y a que Dieu qui peut nous juger. Il n'y a que Dieu. Personne, encore moins un humain comme nous. Mais moi, je vais m'accorder ce pouvoir divin pour vous juger à vous, pour juger n'importe qui. Quel titre? Et à partir du moment où moi, je me permets de vous juger, de vous dire, monsieur, vous devez faire ça, madame, vous devez porter le voile, ou vous devez faire ci ou ça, c'est ça pour moi l'islam que j'appellerais politique, entre guillemets, parce qu'on doit lui donner un qualificatif. Mais aujourd'hui, moi, dans les autres religions, ils ont leurs orthodoxes. Lorsque j'ai décidé de visiter le centre de Château-Chinon, on a tout de suite déclaré, voilà la preuve que le recteur de la mosquée de Paris est un frère musulman. Non. Château-Chinon est une institution qui, à ma connaissance, est une association déclarée en préfecture, reconnue comme telle. Et donc, lorsque j'ai été rencontrer les responsables de cet institut, c'était tout simplement pour pouvoir comparer le programme de l'école Ibn Badiz avec l'Institut de Château-Chinon pour voir si on pouvait faire des formations communes. J'avais même imaginé une formation de post-graduation avec Château-Chinon. Personne ne m'a dit « Attention, c'est une association clandestine, c'est une association de brigands. » Personne ne me l'a dit. Et donc, c'est ça qu'il faut également revenir, je pense, à l'état de droit. Il ne peut pas y avoir en droit de zone grise. Je ne peux pas être un peu comme ci, un peu comme ça. Si je suis un délinquant, si j'ai commis une infraction, l'action publique démarre et je suis poursuivi sur cette base. On ne peut pas aujourd'hui prétendre que Château-Chinon est infréquentable alors que c'était un institut qui avait pignon sur rue. On ne peut pas aujourd'hui
dire une chose et dire le contraire 30 secondes après. Avoir un double discours. Moi, je suis resté conséquent avec moi-même. Et je l'ai dit aux responsables de Musulmans de France. Je leur ai dit, tant que vous êtes une association qui n'a pas été interdite, vous êtes les bienvenus. On a décidé ensemble du premier jour du Ramadan, alors qu'on a de vraies, je dirais, divergences sur un certain nombre de points. Mais nous sommes ensemble, nous représentons le culte musulman. À partir du moment où une association est considérée comme posant un problème, nous avons eu des exemples, le CCIF et Baraka City. Elles ont été dissoutes, ces associations. Est-ce qu'il y a eu des recours en justice? Je ne sais pas, mais en tout état de cause, à ce moment-là, on savait que le CCIF avait été dissous et que Baraka City avait été dissous. Donc il y a des raisons. Est-ce que ces raisons sont fondées ou pas? Moi, je ne suis pas là pour, je dirais, ni commenter, ni essayer de juger une situation. Mais au moment où Musulmans de France venaient à la mosquée, où on a essayé ensemble, avec d'autres fédérations musulmanes, d'organiser notre culte à notre manière, moi je suis garant du fait qu'il n'y a jamais eu de discours particulier de leur part, ou en disant le séparatisme, la taquilla, enfin tous les pseudos aujourd'hui, concepts qu'on est en train d'essayer de mettre sur le dos. Pourquoi moi je le fais? Parce que moi je n'ai pas à juger de mon partenaire. Mon partenaire, il a un certain nombre de mosquées, il a sa crédibilité. À quel titre, moi, recteur de la mosquée de Paris, je vais décider que telle association, je ne dois pas la fréquenter, ou une autre association, je ne dois pas les fréquenter? L'État, quand ils ont, en tout cas de ce que je connais moi, au moment où Jean-Pierre Chevènement a mis en place ce qu'il a appelé l'Istishara, qui a été par la suite suivi par Daniel Vaillant très peu, et puis surtout par Nicolas Sarkozy, qui a créé le Conseil français du culte musulman en 2002, l'UOIF, l'Union des organisations islamiques de France, était une association extrêmement importante dans le dispositif. Et l'UOIF a participé, qu'on le veuille ou pas, à l'émergence de ce Conseil français du culte musulman. Donc aujourd'hui, déclarer oui, mais enfin, il y a 15 ans de cela, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Pourquoi vous les avez pas dénoncés il y a 15 ans de cela? Oui, quand nous avons parlé de la charte pour un islam de France, je suis témoin du rôle qu'a joué Musulmans de France. Ils ont été les premiers à les signer devant le président de la République. Et ils ont envoyé, de manière symbolique, le président d'honneur de Musulmans de France, Haj Sami Blaise, qui est venu, qui a signé la charte. Et pourtant, la charte, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode, nous avons été énormément critiqués par la communauté musulmane qui considérait que c'était une commande faite d'en haut. Moi, j'ai dit que ce n'était pas vrai, qu'il fallait aujourd'hui que nous puissions, en tant que musulmans français, affirmer non seulement notre attachement à la République, mais c'est pas comme ça à le dire, mais aux valeurs de la République. Et la charte, il faut reconnaître qu'elle a été vraiment un document qui rappelait, comme vous l'avez dit, la compatibilité totale entre islam et République. Alors là, on est parti sur ce qui se passe au niveau des institutions, vous-même avec d'autres associations. J'aimerais qu'on termine par un mot pour cette jeunesse, encore une fois, qui subit ce que vous avez décrit. Et qui se demande quelle réaction avoir. Est-ce que, ok, je me replie, je deviens invisible, je fais ma religion, je vis ma religion de mon côté. Je me tourne vers effectivement des gens qui vont me proposer un discours plus vindicatif. Est-ce que j'abandonne ce qui me tient à cœur dans ma religion pour coller à ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce qu'on leur dit à cette jeunesse-là? Qu'est-ce qu'on leur dit par rapport à leur religion? Qu'est-ce qu'on leur dit par rapport à la République? Parce qu'encore une fois, dans ce livre, vous alertez sur cet avenir-là qui se joue. Et vous, en tant que recteur de la Grande Mosquée de Paris, et en tant que juste citoyen, qu'est-ce que vous lancez comme message à cette jeunesse? Quel comportement doit-elle adopter? D'abord, je dirais à cette jeunesse de ne pas baisser les bras.
nous vivons dans l'adversité, notre religion nous part contre ce type d'adversité, c'est-à-dire la résilience, la patience. Et en même temps, comme je le disais tout à l'heure, il faut que ces jeunes montrent ce que le reste de la communauté nationale perd en mettant de côté cette belle communauté. Parce que si je parle de cette manière, c'est que j'aime la communauté musulmane. Je sais la sincérité de ce qu'elle est, de cette envie de s'intégrer dans la société française, de ne pas remettre en cause les valeurs de la République, mais simplement, aujourd'hui, d'accepter que cette France, elle est de plusieurs couleurs, qu'elle peut avoir des accents différents, mais en même temps, accents différents, formes différentes, mais tous dans le même but, pour que brille cette France. Nous voyons aujourd'hui les mouvements tectoniques de la planète. Comment, sur le plan géopolitique, on rabat les cartes. Quelle est la place de la France? La place de la France, elle ne doit pas être monolingue, mais elle doit être multilingue. L'arabe, la langue arabe, est une chance pour la France. Jack Lang, le grand ministre de la culture française, c'est pas un arabe qui l'a dit, c'est pas un musulman. Il a dit c'est une chance pour la France. Il a fait un livre. C'est pas, il l'a dit comme ça au cours d'une conférence. Non, vous m'avez mal compris. Il l'a écrit. En disant que la langue arabe doit aujourd'hui être apprise dans toutes les écoles. Le président de la République lui-même, encore récemment. Déjà, dans son fameux discours des Mureaux, lorsqu'il a dénoncé le séparatisme, il avait donné des instructions que dans le délai de 3 ans, à partir de mon discours, qui était en 2020, il fallait qu'on prenne des mesures, que l'administration prenne des mesures pour que les jeunes qui ont envie d'apprendre la langue arabe aient cette possibilité. Elle est où? Allez inscrire vos enfants à l'école. Vous pouvez les inscrire pour le chinois, le coréen, le vietnamien, n'importe quelle langue, sauf l'arabe. L'arabe, 4e langue la plus parlée dans le monde, la langue la plus poétique, une langue super belle. Ah non, non, c'est une langue prosélyte. C'est la langue des terroristes. Enfin, on marche sur la tête. Et donc, ces jeunes, moi je leur dis de véritablement, surtout, pas de repli identitaire, faire en sorte qu'on puisse aujourd'hui montrer, comme je l'ai dit, à la société française que c'est dommageable pour elle de se priver de ses talents, de cette énergie extraordinaire. Et regardons aussi, je dirais, un certain nombre de succès de gens qui s'appellent Mohamed, Fatima, etc. Regardez autour de vous. Shamseddin. Non, mais je parlerai de Yasmine Belkaïd, présidente de l'Institut Pasteur. Je parlerai dans le monde économique, le patron aujourd'hui de Dauphine, qui est prof agrégé en économique, qui est un immigré. On l'enlève pour mettre quelqu'un d'autre. C'est ce que voudraient un certain nombre d'hommes politiques. Je pense que dans cette adversité, les musulmans qui ont l'habitude d'être patients, d'être résilients, ils pourront mieux réussir, mais il faut qu'en même temps, ils s'expriment, qu'ils osent. Il faut oser aller, même vers ceux qui ne vous aiment pas. Obligez-les à se regarder eux et à regarder leur propre conscience. C'est eux qui nous rejettent. Nous, on rejette personne. Merci beaucoup, monsieur le recteur.